Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue sur D8. Je poursuis pour vous ce soir une œuvre de Paul Valéry, auteur français contemporain, une œuvre qui s'intitule Eupalinos, l'âme et la danse, une sorte de dialogue philosophique entre différents personnages, notamment Phèdre et Socrate, mise en scène donc, ici par Paul Valéry dans son œuvre. L'histoire évoque, vous verrez, les retrouvailles de Phèdre et de Socrate au royaume des morts, plus précisément abîmés, dans la contemplation du fleuve du temps. Phèdre rappelle à son acolyte Socrate le souvenir de l'architecte Eupalinos, constructeur du temple d'Artémis, avec lequel il s'était lié et qui réussissait, selon ses dires, à faire chanter les édifices. Il va donc partir ensuite dans une réflexion sur la vie, la mort, le destin, la beauté, le tout sous forme de dialogue animé entre les deux personnages. C'est ce que je vous propose tout de suite de poursuivre ensemble. Restez avec nous sur D8. Très très belle nuit à vous tous. Eupalinos ou l'architecte. Phèdre. Que fais-tu là, Socrate? Voici longtemps que je te cherche. J'ai parcouru notre pâle séjour, je t'ai demandé de toutes parts. Tout le monde ici te connaît, personne ne t'avait vu. Pourquoi t'es-tu éloigné des autres ombres et quelle pensée a réuni ton âme à l'écart des nôtres sur les frontières de cet empire transparent? Socrate. Attends, je ne puis pas te répondre. Tu sais bien que la réflexion chez les morts est indivisible. Nous sommes trop simplifiés maintenant pour ne pas subir jusqu'au bout le mouvement de quelques idées. Les vivants ont un corps qui leur permet de sortir de la connaissance et d'y rentrer. Ils sont faits d'une maison et d'une abeille. Phèdre. Merveilleux, Socrate. Je me tais. Socrate. Je te remercie de ton silence. L'observant, tu fis aux dieux et à ma pensée le sacrifice le plus dur. Tu as consumé ta curiosité, immolé ton impatience à mon âme. Parle maintenant librement, et si quelque désir te reste de m'interroger, je suis prêt à répondre, ayant achevé de me questionner et de me répondre à moi-même. Mais il est rare qu'une question que l'on a réprimée ne soit pas dévorée elle-même dans l'instinct. Phèdre. Pourquoi donc cet exil? Que fais-tu, séparé de nous tous? Alcibiade, Zénon, Ménexène, Lysis, tous nos amis sont étonnés de ne pas te voir. Ils parlent sans but et leur ombre bourdonne. Socrate. Regarde et entends. Phèdre. Mais je n'entends rien et je ne vois pas grand-chose. Peut-être n'es-tu pas suffisamment mort. C'est ici la limite de notre domaine. Devant toi coule un fleuve. Phèdre. Hélas, pauvre Ilyssus. Socrate. Celui-ci est le fleuve du temps. Il ne rejette que les âmes sur cette rive, mais tout le reste, il l'entraîne, sans effort. Phèdre. Je commence à voir quelque chose, mais je ne distingue rien. Tout ce qui file et qui dérive, mes regards le suivent un instant, et le perdent sans l'avoir divisé. Si je n'étais pas mort, ce mouvement me donnerait la nausée, tant il est triste et irrésistible. Ou bien, je serais contraint de l'imiter à la façon des corps humains, et je m'endormirais pour m'écouler aussi. Ce grand flux, cependant, est fait de toutes choses que tu as connues ou que tu aurais pu connaître. Cette nappe, immense, accidentée, qui se précipite sans répit, roule vers le néant toutes les couleurs et voit comme elle est terne dans l'ensemble. Je crois à chaque instant que je vais discerner quelques formes, mais ce que j'ai cru voir n'arrive jamais à éveiller la moindre similitude dans mon esprit. C'est que tu assistes à l'écoulement vrai des êtres, toi immobile dans la mort. Nous voyons de cette rive si pure toutes les choses humaines et les formes naturelles mues selon la vitesse véritable de leur essence. Nous sommes comme le rêveur, au sein duquel les figures et les pensées bizarrement altérées par leur fuite, les êtres se composent avec leur changement. Ici, tout est négligeable. Cependant, tout compte. Les crimes engendrent d'immenses bienfaits. Les plus grandes vertus développent des conséquences funestes. Le jugement ne se fixe nulle part. L'idée se fait sensation sous le regard. Chaque homme traîne après soi un enchaînement de monstres qui est fait
inextricablement de ses actes et des formes successives de son corps, et je songe à la présence et aux habitudes des mortels dans ce cours si fluide, et que je fus l'un d'entre eux, cherchant à voir toutes choses comme je les vois précisément maintenant. Je plaçais la sagesse dans la posture éternelle où nous sommes. Mais d'ici, tout est méconnaissable. La vérité est devant nous et nous ne comprenons plus rien. Phèdre. Mais d'où peut donc, ô Socrate, venir ce goût de l'éternel qui se remarque parfois chez les vivants? Tu poursuivais la connaissance. Les plus grossiers essaient de préserver désespérément, jusqu'aux cadavres des morts, d'autres bâtissent de temples et des tombes qu'ils s'efforcent de rendre indestructibles. Les plus sages et les mieux inspirés des hommes veulent donner à leurs pensées une harmonie et une cadence qui les défendent des altérations comme de l'oubli. Socrate. Folie, ô Phèdre, tu le vois clairement, mais les destins ont arrêté que parmi les choses indispensables à la race des hommes figurent nécessairement quelques désirs insensés. Il n'y aurait pas d'homme sans l'amour, ni la science n'existerait sans d'absurdes ambitions. Et d'où penses-tu que nous ayons tiré la première idée et l'énergie de ces immenses efforts qui ont élevé tant de villes, très illustres, et de monuments inutiles que la raison admire, qui eût été incapable de les concevoir? Phèdre. Mais la raison, cependant, y eut quelque part. Tout, sans elle, serait par terre. Socrate. Tout. Phèdre. Te souvient-il de ces constructions que nous vîmes faire au Pirée? Socrate. Oui. Phèdre. De ces engins, de ces efforts, de ces flûtes qui les tempéraient de leur musique, de ces opérations si exactes, de ces progrès à la fois si mystérieux et si clairs, quelle confusion, tout d'abord, qui sembla se fondre dans l'ordre. Quelle solidité, quelle rigueur naquirent entre ces fils qui donnaient les aplombs et le long de ces frêles cordeaux tendus pour être affleurés par la croissance des lits de briques. Socrate. Je garde ce beau souvenir, ô matériaux, belle pierre, ô trop légers que nous sommes devenus. Phèdre. Et de ce temple hors les murs, auprès de l'autel de Borée, te souvient-il? Celui d'Artémis la chasseresse, dit Socrate. Phèdre. Celui-là même. Un jour, nous avons été par là et nous avons discouru de la beauté. Hélas, j'étais lié d'amitié avec celui qui a construit ce temple. Il était de Mégare et s'appelait Eupalinos. Il me parlait volontiers de son art, de tous les soins, de toutes les connaissances qu'il demande. Il me faisait comprendre tout ce que je voyais avec lui sur le chantier. Je voyais surtout son étonnant esprit. Je lui trouvais la puissance d'Orphée. Il prédisait leur avenir monumental aux informes amas de pierres et de poutres qui gisaient autour de nous. Et ces matériaux, à sa voix, semblaient voués à la place unique où les destins favorables à la déesse les auraient assignés. Quelle merveille que ces discours aux ouvriers. Il n'y demeurait nulle trace de ces difficiles méditations de la nuit. Il ne leur donnait que des ordres et des nombres. Socrate. C'est la manière même de Dieu. Phèdre. Ses discours et leurs actes s'ajustaient si heureusement qu'on eût dit que ces hommes n'étaient que ses membres. Tu ne saurais croire, Socrate, quelle joie c'était pour mon âme de connaître une chose si bien réglée. Je ne sépare plus l'idée d'un temple de celle de son édification. En voyant un, je vois une action admirable, plus glorieuse encore qu'une victoire, et plus contraire à la misérable nature. Le détruire et le construire sont égaux. En importance, il faut des âmes pour l'un et pour l'autre, mais le construire est plus cher à mon esprit. Ô très heureux Eupalinos. Socrate. Quel enthousiasme du nombre pour un fantôme. Je n'ai pas connu cet Eupalinos. C'était donc un grand homme. Je vois qu'il s'élevait à la suprême connaissance de son art. Est-il d'ici? Phèdre. Il est sans doute parmi nous, mais je ne l'ai encore jamais rencontré dans ce pays. Socrate. Je ne sais pas ce qu'il pourrait y construire. Ici, les projets eux-mêmes
son souvenir, mais réduit que nous sommes aux seuls agréments de la conversation. J'aimerais assez de l'entendre. Phèdre, j'en ai retenu quelques préceptes. Je ne sais s'ils te plairaient. Moi, ils m'enchantent. Socrate, peux-tu m'en redire quelques-uns? Phèdre, écoute donc. Il disait bien souvent, il n'y a point de détail dans l'exécution. Je comprends, je ne comprends pas, je comprends quelque chose et je ne suis pas sûre qu'elle soit bien celle qu'il voulait dire. Phèdre, et moi je suis certain que ton esprit subtil n'a pas manqué de bien saisir. Dans une âme si claire, si complète que la tienne, il doit arriver qu'une maxime de praticien prenne une force et une étendue toute nouvelle. Si elle est véritablement nette et tirée immédiatement du travail par un acte bref de l'esprit qui résume son expérience, sans se donner le temps de divaguer, elle est une matière précieuse aux philosophes, et c'est un lingot d'or brut que je te remets, orfèvre. Socrate, je fus orfèvre de mes chaînes, mais considérons ce précepte. L'éternité d'ici nous convie à n'être pas économes de parole. Cette durée infinie doit ou ne pas être, ou contenir tous les discours possibles. Les vrais comme les faux. Je puis donc parler sans nulle crainte de me tromper, car si je me trompe, je dirai vrai tout à l'heure, et si je dis vrai, je dirai faux un peu plus tard. Ô Phèdre, tu n'es pas sans avoir remarqué dans les discours les plus importants, qu'il s'agisse de politique ou des intérêts particuliers des citoyens, ou encore dans les paroles délicates que l'on doit dire à un amant lorsque les circonstances sont décisives. Tu as certainement remarqué quel poids et quelle portée prennent les moindres petits mots et les moindres silences qui s'y insèrent. Et moi, qui ai tant parlé, avec le désir insatiable de convaincre, je me suis moi-même à la longue convaincue que les plus graves arguments et les démonstrations les mieux conduites avaient bien peu d'effet, sans le secours de ces détails insignifiants, en apparence, et que, par contre, des raisons médiocres, convenablement suspendues à des paroles pleines de tact ou dorées, comme des couronnes, séduisent pour longtemps les oreilles. Ces entremetteuses sont aux portes de l'esprit. Elles lui répètent ce qui leur plaît, elles le lui redisent à plaisir, finissant par lui faire croire qu'il entend sa propre voix. Le réel d'un discours, c'est après tout cette chanson et cette couleur d'une voix que nous traitons à tort comme détail et accident. Phèdre, tu fais un immense détour, cher Socrate, et je te vois revenir de si loin avec 1000 autres exemples et toutes tes forces dialectiques déployées. Socrate, considère aussi la médecine. Le plus habile opérateur du monde qui met ses doigts industrieux dans ta plaie, si légère que soient ses mains, si savante, si clairvoyante soit-elle, pour sûr qu'il se sente de la situation des organes, de leur rapport et de leur profondeur, quelle que soit aussi sa certitude des actes qu'il se propose d'accomplir dans ta chair. Des choses à retrancher et des choses à rejoindre. Si, par quelque circonstance dont il ne s'est préoccupé, un fil, une aiguille dont il se sert, un rien, qui dans son opération lui est utile, n'est point exactement pur ou suffisamment purifié, il te tue et te voilà mort. Phèdre, heureusement que la chose est faite, et c'est précisément celle qui m'advint. Socrate, te voilà mort, te dis-je, te voilà mort. Guéri selon toutes les règles, car toutes les exigences de l'art et de l'opportunité étant satisfaites, la pensée contemple de son œuvre avec amour. Mais tu es mort, un brin de soie, mal préparé a rendu le savoir assassin. Ce plus mince des détails a fait échouer l'œuvre d'Esculape et d'Athéna. Phèdre, Eupalinos le savait bien. Il en est ainsi dans tous les domaines, à l'exception de celui des philosophes, dont il est le grand malheur qu'ils ne voient jamais s'écouler les univers qu'elles imaginent, puisqu'enfin, ils n'existent pas. Eupalinos était l'homme de son précepte. Il ne négligeait rien. Il prescrivait de tailler les planchettes dans le fil du bois, afin qu'interposées entre la maçonnerie et les poutres qui s'y appuient, elles empêchassent l'humidité de s'élever dans les fibres et but de les pourrir.
Il avait de pareilles attentions à tous les points sensibles de l'édifice. On eût dit qu'il s'agissait de son propre corps. Pendant le travail de la construction, il ne quittait guère le chantier. Je crois bien qu'il en connaissait toutes les pierres, il veillait à la précision de leur taille, il étudiait minutieusement tous ces moyens que l'on a imaginés pour éviter que les arêtes ne s'entament et que la netteté des joints ne s'altère. Il ordonnait de pratiquer des ciselures, de réserver des bourrelets, de ménager des biseaux dans le marbre de Parement. Il apportait les soins les plus exquis aux enduits qu'il faisait passer sur les murs de simples pierres. Mais toutes ces délicatesses, ordonnées à la durée de l'édifice, étaient peu de choses au prix de celles dont il usait. Quand il élaborait les émotions et les vibrations de l'âme du futur contemplateur de son œuvre, il préparait à la lumière un instrument incomparable qui la répandit, tout affecté de formes intelligibles et de propriétés presque musicales dans l'espace où se meuvent les mortels. Pareil à ces orateurs et à ces poètes auxquels tu pensais tout à l'heure, il connaissait, ô Socrate, la vertu mystérieuse des imperceptibles modulations. Nul ne s'apercevait, devant une masse délicatement allégée et d'apparence si simple, d'être conduit à une sorte de bonheur par de courbures insensibles, par des inflexions infimes et toutes puissantes, et par ces profondes combinaisons du régulier et de l'irrégulier qu'il avait introduites et cachées, rendues aussi impérieuses qu'elles étaient indéfinissables. Elles faisaient le mouvement spectateur docile à leur présence invisible, passer de vision en vision et de grand silence au murmure du plaisir, à mesure qu'il s'avançait, se reculait, se rapprochait encore, et qu'il errait dans le rayon de l'œuvre mue par elle-même et le jouet de la seule admiration. « Il faut, disait cet homme de Mégare, que mon temple meuve les hommes comme les meut l'objet aimé. » Socrate. Cela est divin. J'ai entendu, cher Phèdre, une parole toute semblable, toute contraire. Un de nos amis, qu'il est inutile de nommer, disait de notre Alcibiade, dont le corps était si bien fait, en le voyant, on se sent architecte. Que je te plains, cher Phèdre, tu es ici bien plus malheureux que moi-même. Je n'aimais que le vrai, et je lui donnais ma vie. Or, dans ces prés élyséens, quoique je doute encore si je n'ai pas fait un assez mauvais marché, je puis imaginer toujours qu'il me reste quelque chose à connaître. Je cherche volontiers, parmi les ombres, l'ombre de quelque vérité. Mais toi de qui la beauté toute seule a formé les désirs et gouverné les actes, te voici entièrement démuni. Les corps sont souvenirs, les figures sont de fumée. Cette lumière si égale, en tous les points, si faible, si écœurante de pâleur, cette indifférence générale qu'elle éclaire, ou plutôt qu'elle imprègne, sans rien dessiner exactement, ces groupes à demi transparents que nous formons de nos fantômes, ces voix tout amorties qui nous restent à peine, et qu'on disait chuchoter dans l'épée d'une toison ou dans l'indolence d'une brume. Tu dois souffrir, cher Phèdre, mais encore ne pas assez souffrir. Cela même nous est interdit, étant ivres. Je crois à chaque instant que je vais souffrir, dit Phèdre. Mais ne me parle pas, je te prie, de ce que j'ai perdu. Laisse ma mémoire à soi-même. Laisse-lui son soleil et ses statues, auxquels contraste me possède. Il y a peut-être pour les souvenirs une espèce de seconde mort que je n'ai pas encore subie. Mais je revis, je revois les cieux éphémères. Ce qu'il y a de plus beau ne figure pas dans l'éternel. Socrate, où donc le places-tu ? Phèdre, rien de beau n'est séparable de la vie, et la vie est ce qui meurt. Socrate, on peut le dire, mais la plupart ont de la beauté, je ne sais quelle notion immortelle. Phèdre, je te dirais, Socrate, que la beauté selon ce Phèdre que je fus. Socrate, Platon n'était-il pas dans ces parages ? Phèdre, je parle contre lui. Socrate, eh bien parle donc. Phèdre, ne réside pas dans certains rares objets, ni même dans ces modèles situés hors de la nature et contemplés
par les âmes les plus nobles comme les exemplaires de leurs desseins et les types secrets de leurs travaux, choses sacrées et dont il conviendrait de parler avec les mots mêmes du poète. Gloire du long désir, idée. Mais quel poète, dit Socrate. Le très admirable Stéphanos, qui parut tant de siècles après nous, met à mon sentiment l'idée de ces idées desquelles notre merveilleux Platon est le père est infiniment trop simple et comme trop pure pour expliquer la diversité des beautés, le changement des préférences dans les hommes, l'effacement de tant d'œuvres qui furent portées au nu, les créations toutes nouvelles et les résurrections impossibles à prévoir. Il y a bien d'autres objections. Socrate. Mais quelle est ta propre pensée? Phèdre. Je ne sais plus comment la saisir. Rien ne l'enferme, tout la suppose. Elle est en moi comme moi-même. Elle agit infailliblement, elle juge, elle désire. Mais quant à l'exprimer, je le puis aussi difficilement que je puis dire ce qui me ferait moi et que je connais si précisément et si peu. Socrate. Mais puisqu'il est permis par les dieux, mon cher Phèdre, que nos entretiens se poursuivent dans ces enfers où nous n'avons rien oublié, où nous avons appris quelque chose, où nous sommes placés au-delà de tout ce qui est humain, nous devons savoir maintenant ce qui est véritablement beau, ce qui est laid, ce qui convient à l'homme, ce qui doit l'émerveiller sans le confondre, le posséder sans l'abêtir. Phèdre. C'est ce qui le met sans effort au-dessus de sa nature. Socrate. Sans effort, au-dessus de sa nature? Phèdre. Oui. Socrate. Sans effort, comment se peut-il? Au-dessus de sa nature. Mais que veut dire ceci? Je pense invinciblement à un homme qui voudrait grimper sur ses propres épaules. Rebuté par cette image absurde, je te demande, Phèdre, comment cesser d'être soi-même, puis revenir à son essence. Et comment, sans violence, peut arriver ceci. Je sais bien que les extrêmes de l'amour et que l'excès du vin, ou encore l'étonnante action de ces vapeurs que respirent les Pythis, nous transforment, comme l'on dit, hors de nous-mêmes. Et je sais mieux encore, par mon expérience très certaine, que nos âmes peuvent se former dans le sein même du temps, des sanctuaires impénétrables à la durée, éternels intérieurement, passagers quant à la nature, où elles sont enfin de ce qu'elles connaissent, où elles désirent ce qu'elles sont, où elles se sentent créées par ce qu'elles aiment et lui rendent lumière pour lumière et silence pour silence, se donnant et se recevant sans rien emprunter à la matière du monde ni aux heures. Elles sont alors comme ces calmes étincelants, circonscrits de tempêtes qui se déplacent sur les mers. Qui sommes-nous pendant ces abîmes? Ils supposent la vie qu'ils suspendent. Mais ces merveilles, ces contemplations, ces extases n'éclaircissent pas pour mes yeux notre étrange problème de la beauté. Je ne sais pas attacher ces états suprêmes de l'âme à la présence d'un corps ou de quelques objets qui les suscitent. Phèdre. Ô Socrate, c'est ce que tu veux toujours, tout tirer de toi-même. Toi que j'admire entre tous les hommes, toi plus beau dans ta vie, plus beau dans ta mort, que la plus belle chose visible, grand Socrate, adorable laideur, toute puissante pensée qui change le poison en un breuvage d'immortalité. Ô toi qui refroidis et la moitié du corps déjà de marbre, l'autre encore parlante, nous tenez amicalement. Le langage d'un Dieu, laisse-moi te dire quelque chose à manquer peut-être à ton expérience. Socrate, il est bien tard, sans doute, pour m'en instruire. Mais parle tout de même. Phèdre. Une chose, Socrate, une seule t'a fait défaut. Tu fus homme divin, tu n'avais peut-être nul besoin des beautés matérielles du monde, tu n'y goûtais qu'à peine. Je sais bien que tu ne dédaignais pas la douceur des campagnes, ni la splendeur de la ville, ni les eaux vives, ni l'ombre délicate du platane, mais ce n'était pour toi que les ornements lointains de tes méditations,
les environs délicieux de tes doutes, le site favorable à tes pas intérieurs. Ce qu'il y avait de plus beau te conduisant bien loin de soi, tu voyais toujours autre chose. L'homme est l'esprit de l'homme, dit Socrate. Phèdre. Mais alors, n'as-tu pas rencontré parmi les hommes certains dont la passion singulière pour les formes et les apparences t'est surpris? Socrate. Sans doute. Phèdre. Et dont l'intelligence pourtant et les vertus ne les cédaient à aucune? Socrate. Certes. Phèdre. Les plaçais-tu plus haut ou plus bas que les philosophes? Socrate. Cela dépend. Phèdre. Leur objet te paraissait-il plus ou moins digne de recherche et d'amour que le tien même? Il ne s'agit pas de leur objet, dit Socrate. Je ne puis penser qu'il existe plusieurs souverains bien. Mais ce qui m'est obscur et difficile à entendre, c'est que des hommes aussi purs quant à l'intelligence aient eu besoin des formes sensibles, des grâces corporelles pour atteindre leur état le plus élevé. Phèdre. Un jour, cher Socrate, je parlais de ces mêmes choses avec mon ami Eupalinos. Phèdre, me disait-il, plus je médite sur mon art, plus je l'exerce, plus je pense, plus j'agis, plus je souffre et je me réjouis en architecte, et plus je me ressens moi-même avec une volupté et une clarté toujours plus certaines. Je m'égare dans mes longues attentes, je me retrouve par les surprises que je me cause, et au moyen de ces degrés successifs de mon silence, je m'avance dans ma propre édification. Et j'approche d'une si exacte correspondance entre mes vœux et mes puissances qu'il me semble d'avoir fait de l'existence qui me fut donnée une sorte d'ouvrage humain. À force de construire, me fit-il en souriant, je crois bien que je me suis construit moi-même. Socrate. Se construire, se connaître soi-même, sont-ce deux actes ou non? Phèdre. Il ajouta. J'ai cherché la justesse dans les pensées, afin que clairement engendrées par la considération des choses, elles se changent, comme d'elles-mêmes, dans les actes de mon art. J'ai distribué mes attentions, j'ai refait l'ordre des problèmes, je commence par où je finissais jadis, pour aller un peu plus loin. Je suis avare de rêveries, je conçois comme si j'exécutais, jamais plus dans l'espace informe de mon âme, je ne contemple de ces édifices imaginaires qui sont aux édifices réels ce que les chimères et les gorgones sont aux véritables animaux. Mais ce que je pense est faisable, ce que je fais se rapporte à l'intelligence. Et puis, écoute, Phèdre, me disait-il encore, ce petit temple que j'ai bâti pour Hermès à quelques pas d'ici, si tu savais ce qu'il est pour moi, où le passant ne voit qu'une élégante chapelle, c'est peu de choses. 4 colonnes, un style très simple. J'ai mis le souvenir d'un clair jour de ma vie. Ô douce métamorphose, ce temple délicat, nul ne le sait, est l'image mathématique d'une fille de Corinthe que j'ai heureusement aimée. Il en reproduit fidèlement les proportions particulières. Il vit pour moi, il me rend ce que je lui ai donné. C'est donc pourquoi il est d'une grâce inexplicable, lui dis-je. On y sent bien la présence d'une personne, la première fleur d'une femme, l'harmonie d'un être charmant. Il éveille vaguement un souvenir qui ne peut pas arriver à son terme, et ce commencement d'une image dont tu possèdes la perfection ne laisse pas de poindre l'âme et de la confondre. Sais-tu bien que si je m'abandonne à ma pensée, je vais le comparer à quelque chant nuptial mêlé de flûte que je sens naître de moi-même. Ce sera donc la fin pour cet épisode, mais je vous retrouve prochainement pour la suite de Palinos ou l'architecte de Paul Valéry. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de nous retrouver dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit de taper #VBN, également sur le site de la chaîne www.d8.tv. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. Très belle nuit à toutes et à tous sur D8.